Huitième de finale. C'est là que la Coupe du Monde cesse d'être une fête et commence à ressembler à une intervention chirurgicale. Et cette année, chaque match à élimination directe se joue sous deux projecteurs. L'un éclaire le football pur, l'autre la politique de Washington, parce que ce tournoi se déroule sur le sol américain, au cœur d'une présidence qui refuse de rester en dehors du terrain. Commençons par ce qui s'est déjà passé, car deux de ces matchs sont terminés et leurs deux fins ont eu l'effet d'un coup au ventre. Le Maroc vient de mettre le Canada en pièces chez lui, 3 buts à 0, et il n'y a pas de manière douce de présenter un tel score. Le Canada arrivait dans cette Coupe du Monde comme pays co-organisateur, avec une vraie histoire en train de s'écrire, une génération dorée, un public local plus bruyant à chaque match et l'idée grandissante que ce pays croyait pouvoir aller loin dans son propre tournoi. Le Maroc est arrivé et a rappelé à tout le monde pourquoi il avait atteint une demi-finale il n'y a pas si longtemps et pourquoi il ne craint ni les grandes scènes ni les grandes foules. Les Lions de l'Atlas ont un gardien qui s'épanouit précisément dans ces moments-là, une défense qui ne panique pas, et les voilà en quart de finale en attendant le survivant de France-Paraguay. Et ce match de la France, on en parle toujours, mais pour des raisons qui ont peu à voir avec le jeu lui-même. La France a gagné 1-0, Kylian Mbappé marquant sur pénalty en seconde période, mais le but est venu d'une décision vidéo, confirmant une faute sur Désiré Doué dans la surface. Une fois la décision validée, les joueurs paraguayens ont encerclé l'arbitre en essaim. Le Paraguay avait déjà battu l'Allemagne pour arriver jusque-là, une équipe qui ne s'effraie pas facilement, et son sélectionneur a dit après le match que ses joueurs estimaient que le contact était au mieux minime. La France avance, mais avec un astérisque accroché au résultat, et le Maroc l'attend au tour suivant, dans une affiche qui sent déjà le duel aussi physique que polémique. C'est ici que l'histoire cesse de parler uniquement du ballon. Toute cette Coupe du Monde se joue dans l'ombre de l'homme du bureau ovale, et il est impossible de parler honnêtement de ce tournoi sans parler de lui. Donald Trump voulait être le visage de cette Coupe du Monde dès l'instant où les États-Unis, le Mexique et le Canada ont obtenu le droit de l'organiser. Maintenant que le tournoi a lieu, il reçoit la lumière qu'il réclamait, sauf qu'une bonne partie de cette lumière gêne la FIFA. Quelques semaines avant le coup d'envoi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, était à Washington pendant le tirage au sort officiel de la Coupe du Monde et a remis au président Trump ce qu'on a appelé le prix FIFA de la paix, une récompense nouvelle qui n'existait pas avant cette cérémonie. Infantino a parlé d'une reconnaissance du leadership, mais l'image a vite été mal reçue. Une organisation de défense des droits humains, Fair Square, a déposé une plainte formelle accusant Infantino d'avoir enfreint les propres règles de neutralité de la FIFA, estimant qu'offrir à un dirigeant politique en exercice un prix inventé sur place était l'opposé de la neutralité. Cette plainte est toujours entre les mains de la commission d'éthique de la FIFA et, jusqu'ici, il n'y a eu aucune réponse publique, aucune décision, rien. Certains critiques du football se demandent si ce silence n'est pas la réponse, si la plainte ne sera pas laissée mourir discrètement une fois le tournoi fini et les gros titres passés à autre chose. Cela reste spéculatif, personne ne l'a confirmé, mais le soupçon existe et persiste. Et les choses se brouillent. De grands médias financiers ont confirmé que Trump avait reçu des billets gratuits pour des matchs du mondial pour environ 15 000 $ fournis par Infantino et révélés uniquement parce que les règles fédérales de déclaration financière l'exigeaient. Trump devrait remettre lui-même le trophée de la Coupe du Monde en finale dans quelques semaines, une image que la FIFA veut et que la Maison-Blanche veut tout autant. Deux institutions qui affichent d'ordinaire une forme de neutralité, la FIFA et la présidence américaine, finissent par paraître remarquablement proches l'une de l'autre devant une audience mondiale de milliards de personnes. Puis il y a le volet migratoire, sans doute le fil le plus confus. Au printemps, des informations révélaient que l'administration Trump envisageait de placer des agents de l'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE, dans ou autour des stades de la Coupe du Monde, officiellement pour la sécurité. Le directeur de l'ICE a déclaré que des agents seraient présents pour assurer la sécurité, mais a refusé de préciser leur rôle exact, contrôle d'identité, opération ciblée ou simple présence visible. Ce flou a vite déclenché l'alarme.
Lors d'une audition au Sénat, des élus ont craint qu'un dispositif migratoire lourd près des stades ne décourage les visiteurs internationaux. Un membre du Congrès a même averti directement que la rhétorique de l'administration pouvait dissuader les supporters de football de réserver un voyage pour ces matchs. La direction de la FIFA aurait discuté en privé de demander à la Maison-Blanche de suspendre les opérations de contrôle pendant la période du tournoi, inquiète qu'un effet de peur autour des stades nuise à l'affluence et à toute la machine commerciale bâtie autour de cette Coupe du Monde. Plus de 120 organisations pro-immigrés sont allées plus loin, avertissant publiquement les quelques 10 millions de visiteurs attendus qu'ils pouvaient courir des risques sérieux sous les politiques actuelles, un avertissement visant les familles au statut migratoire mixte et les voyageurs dont les documents présentent une incertitude. Le comité de Miami a ensuite affirmé avoir reçu personnellement l'assurance du secrétaire d'État que l'ICE ne serait pas déployé dans les stades, ce qui suggère que la campagne de pression a eu au moins un certain effet. Mais cette garantie ne concernait qu'une seule ville hôte et elle a été donnée bien avant le début du tournoi. La manière dont cette promesse est respectée dans chaque ville reste un point que supporters et journalistes surveillent de près. En plus de cela, il y a eu de vrais problèmes de visa. Plusieurs journalistes du tournoi et au moins un officiel de match se seraient vus refuser l'entrée ou auraient été retardés à la frontière, un chaos que plusieurs médias liant à la proximité créée par Infantino entre la FIFA et l'administration, au lieu de contester la politique des visas comme le font d'ordinaire les organisations sportives internationales quand la politique menace un événement mondial. Quelques députés britanniques ont même évoqué l'idée que la FIFA reconsidère la place des États-Unis comme pays hôte pour des raisons de politique étrangère, mais il faut être clair. C'est une déclaration politique d'un petit groupe d'élus, pas une proposition réelle de la FIFA, et rien n'indique que la FIFA l'envisage. Voilà donc l'atmosphère suspendue au-dessus de chaque match restant dans ce tableau. Revenons maintenant au football, car il reste beaucoup à jouer. Espagne-Portugal est peut-être l'affiche reine de tout ce tour sur le papier. L'Espagne arrive après avoir démoli l'Autriche 3-0, et la manière a compté plus que le score. L'Autriche a semblé perdue dès le premier but encaissé, avec à peine un plan B au-delà d'espérer d'une tête sur un centre. L'Espagne n'a jamais donné l'impression de devoir jouer à fond. Elle a contrôlé le ballon, contrôlé les espaces et marqué 3 fois sans transpirer. Marc Cucurella, notamment, a continué à trouver des poches côté gauche, à entrer dans la surface à répétition et l'Autriche n'a jamais trouvé la solution. Le chemin du Portugal a été différent. Son match contre la Croatie a ressemblé à une série dramatique. La Croatie a marqué d'abord, puis une série de buts refusés, de hors-jeu, une révision de pénalty avec la vidéo, devenu personnage principal de la rencontre. Cristiano Ronaldo a enfin marqué dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. Un jalon immense à ce stade, mais le but de la victoire est arrivé après sa sortie, signé Gonçalo Ramos. Ce détail pèse. Il est trop facile et paresseux de dire que Ronaldo serait un problème pour cette équipe. C'est une analyse bon marché. Mais la question profonde de la construction de cette équipe portugaise ne disparaît pas parce qu'elle gêne. Joue-t-elle à travers Ronaldo ou Ronaldo devient-il une pièce importante d'une machine plus large? Contre l'Espagne, cette décision ne pourra pas se cacher. L'Espagne semble plus forte dans sa forme actuelle, et même si le Portugal possède peut-être la collection de noms la plus forte, surtout dans l'entrejeu avec Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes, le football couperait récompense rarement l'effectif le plus séduisant. Il récompense le groupe qui encaisse la pression sans se fissurer. Brésil-Norvège vient ensuite, et le parcours brésilien mérite un regard honnête, pas un montage. Oui, le Brésil a battu le Japon et s'est qualifié, et sur le papier, cela suffit. Mais en voyant le match, l'image devient plus trouble. Cela ressemblait moins à une équipe avançant avec certitude vers un trophée qu'à un groupe auquel on aurait dit de continuer à pousser, d'essayer quelque chose individuellement et de faire confiance au fait qu'une tentative finirait par entrer. Contre le Japon, cette approche a fonctionné. Gabriel Martinelli est entré, a eu un impact et a marqué le but qui comptait. Mais les équipes ne gagnent pas souvent des Coupes du Monde en jouant ainsi pendant 6 matchs d'affilée. Il y a eu de la largeur, beaucoup de centres, beaucoup de moments
où un joueur a tenté de résoudre seul le problème, mais peu de signes d'une structure offensive claire capable de désorganiser les adversaires collectivement. Vinicius Junior se trouve dans une position délicate dans ce système. Il est largement capable de produire un éclair de magie, une course tranchante, une finition sortie de nulle part. Mais lorsque le collectif ne sait pas comment ouvrir une défense bien organisée, il devient épuisant de demander à un seul ailier de tout fabriquer. Ce n'est pas le Brésil mythique de 2002, celui dont on se disait qu'il finirait toujours, d'une manière ou d'une autre, par trouver une réponse. Cette version ressemble à une équipe qui cherche cette réponse en direct, au milieu du match. La Norvège n'a pas besoin de surpasser le Brésil stylistiquement pour gagner. Elle n'a pas besoin de dominer la possession comme l'Espagne, ni de faire le spectacle. La Norvège a Erling Haaland et Haaland peut disparaître d'un match longtemps, toucher peu de ballons, sembler absent, puis en un seul instant résister à un défenseur, partir dans la profondeur, recevoir une passe et renverser la rencontre. Le Brésil pouvait se permettre des temps faibles contre le Japon, contre la Norvège. Ces temps faibles pourraient en être fatals. Et puis, il y a Neymar, dont sa présence dans ce groupe continue d'alimenter le débat. Certains supporters se demandent pourquoi il est encore là à ce stade. D'autres affirment qu'il reste essentiel à l'identité du groupe. Les deux équipes ont raison en partie. Comme arme purement décisive, Neymar n'est plus la réponse garantie qu'il était autrefois, mais comme symbole, son entrée dans un match provoque encore une vraie émotion. Elle porte encore des éclats de l'ancien flair brésilien, les dribbles, le sourire, le rappel que le football doit aussi être joyeux et pas seulement tactique. Mais le symbole, à lui seul, ne règle pas les problèmes de structure. Si le Brésil n'améliore pas ses déplacements, ses distances et ses connexions entre les lignes, la nostalgie ne l'emmènera pas en finale. Face à Haaland de l'autre côté du terrain, cette faiblesse pourrait être sanctionnée durement. Mexique-Angleterre porte une pression propre, et honnêtement, ce match se tend avant le coup d'envoi. L'Angleterre se rend dans un environnement qui dépasse une ambiance normale de football. L'altitude, le bruit assourdissant et un public mexicain qui transforme chaque passe, chaque touche, chaque petite erreur en événement. Le Mexique vient de briser un mur psychologique qui le hantait depuis des années, en franchissant enfin ce premier obstacle à élimination directe après tant d'échecs. Ce basculement change tout dans la manière dont cette équipe entre sur le terrain. Elle ne joue plus avec la peur de répéter l'histoire. Elle joue comme une équipe qui a déjà accompli ce qu'elle devait accomplir en arrivant jusque-là. Sur le papier, l'Angleterre est l'équipe la plus forte, et ce point se discute peu. Mais son match contre la République démocratique du Congo a exposé un problème familier, un manque de sang-froid. Elle a encaissé tôt, subi une longue pression et a encore eu besoin de Harry Kane pour la sauver. Kane a répondu avec 2 buts et a fermé la porte, confirmant son rôle de joueur qui répare les fissures anglaises lorsque tout devient instable. Mais si le Mexique arrive à marquer tôt dans ce stade, l'Angleterre pourrait se retrouver dans de vraies difficultés, parce qu'un but encaissé tôt à Mexico n'est pas seulement un score d'1-0. C'est tout un stade qui explose, qui monte le volume à un niveau capable d'ébranler des joueurs expérimentés. Le Mexique va chercher à rendre ce match physique, bruyant et chaotique sur le plan émotionnel. L'Angleterre a besoin de l'inverse, un football calme, maîtrisé, patient, qui survit à la première tempête, d'éteindre le public et de refuser au stade l'idée qu'un chapitre du folklore mexicain est en train de s'écrire en direct. Avec cet équilibre, la qualité anglaise devrait finir par prendre le dessus. Si elle se trompe, cette soirée peut devenir une des plus inconfortables du tournoi pour elle. États-Unis-Belgique arrive avec sa propre histoire, et cette histoire ramène directement à 2014, lorsque Tim Howard a signé une des performances de gardien les plus légendaires de l'histoire de la Coupe du Monde, arrêtant tir après tir, avant que les Américains ne rentrent quand même chez eux éliminés. Ce match vit encore quelque part dans la mémoire collective des supporters américains. Cette fois, tout autour du sport est complètement différent. Le football connaît aujourd'hui un vrai essor aux États-Unis, porté par la présence de superstars mondiales en Major League Soccer, des fan zones pleines, des centres de formation pleins d'enfants et des prix de billets montés à des niveaux qui auraient semblé absurdes il y a 10 ans. Ce n'est plus ce sport auquel on pense vaguement une fois tous les 4 ans. Il a un vrai poids culturel.
La psychologie autour de ce match est différente, elle aussi, et elle dépasse le football. Dans une grande partie de l'Europe, l'élimination d'une grande sélection en Coupe du Monde peut ressembler à un vrai deuil public. Aux États-Unis, la culture sportive passe plus vite d'un titre à l'autre. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, demain la Free Agency dans une autre ligue, puis les Jeux olympiques, puis autre chose. Une défaite douloureuse fait mal, mais le cycle médiatique passe vite. Cet environnement pourrait permettre aux joueurs américains de jouer plus librement, sans la sensation étouffante que l'identité d'une nation repose sur 90 minutes. Ils ont tout de même un vrai problème. Leur attaquant clé manquera, et dans un match à élimination directe, perdre son finisseur le plus fiable n'est pas anodin. Parfois, toute la différence entre créer de la pression et la transformer en but tient à la présence de bon joueur dans la surface au bon moment. La Belgique n'arrive pas non plus avec une vraie sérénité. Son match contre le Sénégal a viré au chaos. Menée 2-0, elle est revenue tard, a survécu à la prolongation et a fini par s'échapper au tir au but. Il y a de l'esprit de combat dans cette histoire, mais aussi une question réelle. Combien de fois une équipe peut-elle sortir d'un tel incendie avant qu'il ne la rattrape? Les États-Unis jouent à domicile, mais sans leur attaquant le plus dangereux. La Belgique a traversé le feu, mais reste irrégulière. Personne ne devrait s'attendre à ce que l'un des deux équipes se présente pour obtenir une victoire de routine. Si la Belgique dort encore dans les premières minutes, le public local pourrait sentir le sang immédiatement. Si les États-Unis pressent trop fort et laissent des espaces dans leur douche, la Belgique possède assez de qualités individuelles pour les punir. Puis il y a la partie basse du tableau, qui a produit sans doute la fin la plus dramatique de toute la ronde des 32. L'Égypte a battu l'Australie au tir au but après un match nul, un partout, remportant la séance 4-2. Et pour le football égyptien, ce résultat est historique. Sa première victoire dans une phase à élimination directe de Coupe du Monde. Ce n'était pas un beau match, c'était tendu, âpre, éprouvant pour les nerfs de bout en bout, mais c'est le genre de rencontre dont on se souvient des années plus tard. Mohamed Salah n'a pas livré un one-man show, mais quand son tour est venu dans la séance, il a transformé son penalty sans hésiter. L'Australie a même tenté un coup tactique malin en faisant entrer un gardien spécialiste des pénaltys pour la séance, rappelant qu'un plan intelligent ne survit pas toujours avec le moment pour lequel il a été conçu. L'Égypte avance maintenant non comme une jolie histoire d'outsider aux marges du tournoi, mais comme une équipe qui a déjà prouvé qu'elle pouvait survivre à une vraie guerre de matchs couperets. En face l'attend l'Argentine, et ce duel écrit son propre titre, Salah contre Lionel Messi. Ce nom seul n'a besoin d'aucune emphase supplémentaire, mais l'Argentine n'est pas arrivée ici en balade. Elle a eu besoin de la prolongation pour battre le Cap-Vert 3-2, et la célébration après le match ressemblait à celle d'une équipe qui venait d'éliminer un poids lourd, pas un novice, en Coupe du Monde. Honnêtement, cette réaction se comprenait. Le Cap-Vert est revenu 2 fois dans ce match, et son deuxième égaliseur a été l'un des plus beaux buts individuels de tout le tournoi jusqu'ici. Après une telle performance, qualifier cette équipe de petite nation paraît irrespectueux. C'était du football de haut niveau, tout. Et puis il y a son gardien, 40 ans, jouant comme si cela n'avait absolument aucune importance. Maintenant quasiment seul le Cap-Vert en vit contre l'Argentine à répétition. L'arrêt sur le coup franc de Messi, notamment, en sortant de la lucarne un ballon qui semblait déjà destiné au fond des filets, sera rediffusé des années. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a explosé après cette performance, dépassant les 20 millions quasiment du jour au lendemain, et soudain des gens partout dans le monde qui n'avaient jamais entendu parler de ce gardien ni de cette équipe connaissent les deux noms. Le Cap-Vert est éliminé, mais il n'a pas perdu un seul match dans le temps réglementaire pendant toute la compétition. Pour beaucoup de supporters neutres, il est devenu l'histoire la plus mémorable de cette Coupe du Monde, l'équipe dont on parlera encore après la remise du trophée. L'Argentine avance en championnat en titre, mais personne ayant vu ce match n'en est ressorti avec l'impression que cette équipe était intouchable. Enfin, Suisse-Colombie complète le tableau, et même si l'affiche n'a pas le même pouvoir d'attraction que les autres,
Elle pourrait devenir l'un des matchs les plus serrés et les plus tactiquement fermés de tout ce tour. La Colombie a battu le Ghana 1-0, un résultat bâti sur un but très tôt, un but refusé à Luis Diaz, puis une prestation défensive disciplinée et sobre pendant le reste de la rencontre. C'est une évolution notable pour cette équipe colombienne. Sa vieille réputation la présentait comme une équipe brillante, très portée sur les côtés, vivant de l'inspiration individuelle et de Diaz qui déborde les défenseurs. Cette version est différente. Elle concède très peu, replie en bloc et traite chaque perte de balle comme une véritable crise. La Suisse, pendant ce temps, reste le nom le plus discret de tout ce tableau, mais elle a pris l'habitude de répondre présente quand personne ne la regarde. Elle a maîtrisé l'Algérie 2-0 sans vrai drame, sans feu d'artifice, sans frayeur, simplement avec un football professionnel et efficace qui a fait le travail. Ce duel paraît remarquablement équilibré sur le papier. La Colombie apporte un peu plus d'étincelles offensives et d'imprévisibilité, la Suisse apporte calme et fraîcheur. Ce n'est pas le genre d'affiche qui génère d'immenses titres avant le coup d'envoi, mais elle possède tous les ingrédients pour devenir un des matchs les plus fermés, physiques et vraiment inconfortables de tout ce tour. À partir de maintenant, ce tournoi ne pardonne plus aucune faiblesse. Si une équipe peine à ressortir le ballon, ses adversaires traqueront la faille sans relâche. Si une équipe survit uniquement grâce au talent individuel, elle sera forcée de défendre avec une structure et une discipline pour lesquelles elle n'est pas faite. Si une équipe continue d'encaisser tôt, elle risque simplement de manquer de temps pour revenir. Et si une équipe s'appuie trop lourdement sur une belle histoire d'outsider, il suffit d'un coup de pied arrêté pour finir ce récit. Sous chacun de ces matchs, pourtant, le courant politique continue. La plainte visant Infantino reste sans réponse. La question de la présence de l'ICE autour des stades n'est toujours pas clarifiée ville par ville. Les problèmes de visa pour des journalistes et des officiels apparaissent encore en arrière-plan. Et dans les semaines à venir, Donald Trump devrait entrer sur une pelouse de Coupe du Monde et remettre le trophée à l'équipe qui survivra à ce parcours. Un moment que la FIFA veut clairement pour les caméras, qu'ils mettent ou non tout le monde à l'aise.